Alors, est-ce que Samuel peut nous ouvrir la soirée avec une petite prière? Bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit si petit. Maintenant, ou bien Oui, au moment... oui, je crois OK. qu'on peut commencer. Hein? Oui. Ou vous aimeriez qu'on attende un peu? Non, ça, pour moi, vous pouvez commencer. Mhm. OK. Alors, prions. Prions Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre ancêtre, toi qui es l'auteur de la vie, de toute vie, de notre vie, nous voulons te remercier et te rendre grâce. D'abord pour ce don unique qu'est la vie que tu nous as fait. Aide-nous à la chérir et à savoir que tu la veux bonne, heureuse, en paix, avec des relations saines, égalitaires, inclusives pour tous tes enfants dont nous sommes. Nous voulons te remercier tout particulièrement, Seigneur, parce que par-delà la distance, par-delà le temps, nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas isolés. Merci pour avoir mis en nous non seulement le désir de nous retrouver ce soir ou ce matin, mais aussi de nous avoir procuré la possibilité d'être ici présents et présentes. Merci par avance pour ce moment que tu vas bénir. Merci pour ce frère qui, de l'autre côté des mers et des océans, à une heure avancée de la nuit, aux petites heures du matin au Togo, a assez d'amour, assez d'engagement, assez de passion pour non seulement être debout, mais pour nous engager autour d'un thème qui est nécessaire, peut-être pas facile, mais nécessaire. Mais Seigneur, tu ne nous as pas constitués pour les choses faciles. Alors, donne-nous le courage, la simplicité, l'intelligence du cœur pour nous ouvrir à ce que nous allons entendre, à ce que nous allons comprendre. Et par ta grâce, parce que ce que nous allons recevoir entre en nous, demeure en nous et nous transforme pour que, à notre tour, nous puissions transformer les choses en mieux. Voilà ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, en pensant à toutes les situations difficiles dans ce monde, à cette guerre qui gronde à l'est de l'Europe, à nos pays qui vivent des situations difficiles où les militaires tendent à prendre le pouvoir. Mais tout cela, Seigneur, nous te le donnons et nous te demandons de prendre les rênes en main afin que, sous l'égide de notre frère et de notre professeur d'aujourd'hui, tu nous mènes où nous devons aller. Pas nécessairement où nous voulons aller, mais où nous devons aller. Amen. 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 Merci beaucoup, révérend. Bienvenue, bien-aimés frères et sœurs, à cette soirée de causerie débat dans le cadre du mois de l'histoire des Afro-ascendants ou des personnes d'ascendance africaine. Ce soir, nous avons invité
le professeur Kwakouvi depuis Lomé pour nous entretenir sur un thème précis, les racines du mal des Afro-ascendants. Bien avant cela, permettez-moi de vous présenter, de vous dire qui est le professeur Kwakouvi. Monsieur Kwakouvi, Kwamvi Maole, on l'appelle aussi Magloire. Kwakouvi est né à Aného, une ville côtière du Togo, un 15 janvier, et est de nationalité togolaise. Je n'ai pas voulu dire l'année de sa naissance. Professeur, que je peux le dire? Il n'y a aucun problème, tu peux le Il dire. est né en 1945, le 15 janvier 1945. Oui. Donc, il vient de fêter son anniversaire. Il a étudié la philosophie à l'université urbaniana de Propaganda Fide de Rome, en Italie, puis à l'université de Paris 4, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, France. Il est nanti d'un PhD et le titre de son travail est Nature humaine, normes et évolution, le problème d'une énergétique humaine. Ses recherches faisant suite à la licence sont portées sur le concept de personne chez les Evé et Mina du sud du Togo en 1970. Et ses travaux faisant suite à la maîtrise ont porté sur nature et loi, relation entre philosophie et écologie. Université de Paris-Sorbonne. Il a fait d'autres recherches et a eu divers certificats. Nous pouvons citer entre autres certificats de psychologie relationnelle et expérimentale, de sociologie rurale, de sociologie descriptive et interprétative, ontologie et histoire de l'ontologie. M. Kwakouvi est enseignant-chercheur dans les universités du Togo. Il enseigne la philosophie et donne des cours d'histoire de la philosophie, des présocratiques jusqu'à l'idéalisme allemand, métaphysique, philosophie de la nature, cosmologie, philosophie du développement, anglais, philosophie. Il intervient également à l'Institut Saint-Paul et il dispense des cours d'introduction à la sociologie, à la doctrine sociale de l'Église, à la problématique de l'inculturation. Il enseigne également l'islam et le christianisme. Actuellement, il poursuit ses recherches dans le domaine de la philosophie morale et politique sur le thème général, le mythe de l'État-providence en Afrique noire, et comme thème spécifique, philosophie et développement. Il a fait aussi des publications. Il a écrit assez d'articles. Il a encadré assez de mémoires. De façon d'articles, nous avons plusieurs publications dont nous retenons deux. Nous vous faisons grâce des rates, nous vous faisons grâce des autres. Nous retenons deux. Il y a Les racines du mal nègre, qui a été publié par Édition Haro. C'est un pamphlet à Lomé en 1985. J'ai suivi l'exposé de, quand il avait fait sortir ce document, je l'ai suivi quand j'étais encore très jeune à Lomé, à l'Institut Goethe. Il a écrit également l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Voilà donc la personne qui vient chez nous ce soir et causer avec nous. Je crois que maintenant nous allons, avec votre permission, nous allons permettre au professeur Kwakouvi de nous dire exactement ce qu'il y a sur le thème les racines du mal des Afro-descendants et trouver les pistes de solutions pour éradiquer ce mal qui gêne l'humanité entière. Il n'y a pas que les Noirs, il y a aussi d'autres races qui ont les mêmes problèmes. Monsieur Kwakouvi, vous avez la parole. Bien, j'espère que vous m'entendez mieux. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Ah. Je crois que Oui. la tâche que je m'étais assignée après tant d'années d'études en tant que philosophe était de me rendre utile à mon peuple
et tous ceux qui ont des liens avec mon peuple. Donc lorsque j'avais écrit le pamphlet, j'avais pensé aux 13 années passées hors du continent africain, à tout ce que j'ai entendu dire sur les habitants au sud du Sahara. J'avais travaillé tout en préparant ma thèse parce que je n'étais pas boursier et sur les chantiers de France, d'Allemagne, j'avais entendu pas mal de choses qui ne m'avaient pas énervé parce que sur un chantier, en tant que peintre en bâtiment, on ne pouvait pas discuter de biologie ni de génétique. Et je me suis dit bien, tout ce que j'ai découvert dans les livres sur l'être humain qui vont concourir à la nature humaine, je vais l'utiliser pour les générations futures, pour que le complexe d'infériorité qu'on nous a aidé à assumer depuis très longtemps disparaisse et je vais revisiter la politique, la culture, la religion, les arts, tout ce que je peux pour donner mon point de vue sur ce jugement de valeur qu'on appelle le racisme, qui n'a rien à voir avec le jugement de fait que l'on peut porter sur un être humain, quelle que soit sa race, parce que la couleur de la peau ne fait que 1% des constituants génétiques et toute l'humanité partage 99% de constituants génétiques avec tous les êtres humains de la planète. Il y avait également la thèse de l'unicité spécifique. Nous sommes tous membres de l'espèce Homo sapiens sapiens et à partir de là, on peut voir en philosophie l'essence humaine qui fait que un être humain n'est pas un kangourou évolué ou tout ce que l'on a pu dire sur nous. Et à partir de là, quand on visite l'histoire, on s'aperçoit que les civilisations naissent, arrivent à l'apogée et meurent, comme tous les éléments de la nature d'ailleurs. Et je me suis demandé si vraiment les thèses qu'on nous sert, malédiction de Cham, bénédiction des uns pour apporter la civilisation aux autres, tout ce que nous entendons est fondé, ou bien on peut les nier au regard de la biologie et de la génétique. Et là, je me suis beaucoup amusé parce que j'ai découvert par exemple une loi de la nature très costaude qui est le fait que pour qu'il y ait une différence spécifique entre deux espèces animales sur la planète Terre, il faut qu'il y ait impossibilité d'avoir des enfants. Or, il y a plein de métis, il y a plein d'enfants issus de toutes les races, ce qui prouve à suffisance que nous sommes tous membres d'une seule et unique espèce. Ce qui renvoie le problème du racisme à l'ignorance pure et simple. Et il m'arrivait d'enregistrer des histoires qui me faisaient beaucoup rire, comme ces camarades de chantier yougoslaves qui m'ont dit que lorsque Dieu a créé les hommes, il leur a dit d'aller se laver et les Noirs ont trempé seulement la plante de leurs pieds et leurs mains dans l'eau. C'est pour ça qu'ils sont clairs dans ces deux endroits-là. Le reste est tout noir. Bien, il y a des camarades qui se fâchaient, qui se battaient, qui frappaient les gens, mais
j'avais gardé mon calme et j'enregistrais les histoires. Je rigolais avec eux. Je me rappelle également cet épisode d'Allemagne où, étant donné que j'avais étudié 3 ans en Italie, je conversais avec un Sicilien et les Allemands ont demandé au Sicilien où est-ce qu'il a appris l'africain. Et il a beaucoup rigolé en disant non, c'est lui qui parle italien. Ils ont dit Arzo. Et je leur dis que oui, effectivement, je suis étudiant. J'étudie la philosophie et j'ai commencé en Italie pendant 3 ans. Ils ont dit ah bon, parce qu'on s'étonnait du fait qu'un Sicilien parle africain. Il y a d'autres histoires bon, qu'il n'est pas nécessaire de rappeler, mais l'important ici, c'est que la découverte de la nature humaine sur le plan de l'essence, ce qui fait que les êtres sont ce qu'ils sont, m'ont fait rejeter 2 antithèses de taille, celle de Lucien Malson dans L'Enfant sauvage, qui a cru que ce que nous appelons la nature humaine est un automatisme et qui a minimisé tout l'aspect de l'éducation et de l'apprentissage. Ensuite, il y a la notoriété de Jean-Paul Sartre dans L'existentialisme est un humanisme, qui avait dit tout de go qu'il n'y avait rien de commun entre un architecte français et un pygmée de la forêt équatoriale. Et pour rejeter cette thèse, j'ai utilisé tout simplement les 46 chromosomes, le fait que les gestations de toutes les mamans du monde durent 9 mois en moyenne. Ensuite, le fait qu'il y ait des civilisations rayantes ne veut pas dire que ce sont les civilisations uniques. Il y a eu pas mal de civilisations sur notre planète, plus de 250. Malheureusement pour nous, leur liste n'est consignée nulle part, ce qui fait que ceux qui viennent de loin ont beau jeu et mentent tout le temps. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la charte du Mandé. Tout le monde rappelle Tombouctou, Djenné et Gao, qui ont été des universités et non pas des écoles de village. Mais l'aspect qui m'a amusé le plus, c'est le côté pamphlet, parce que parmi mes maîtres à penser, qui n'atteignent pas la demi-douzaine, il y a l'allemand Friedrich Nietzsche, non pas sous son côté athée, mais sur son côté chercheur de la vérité. Et je le cite souvent pour parler du plus froid des monstres froids qui ment froidement et dont le plus gros des mensonges est quand il dit « Moi, l'État, je suis le peuple ». Ainsi parlait Zarathustra. Mais il a dit quelque chose de fondamental qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il a dit que l'important dans la vie, ce n'est pas de savoir que la vérité existe, c'est de savoir à qui la vérité profite. Et là, je me suis dit que si nous recherchons la vérité, nous pouvons être utiles à nos peuples respectifs. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais j'aimerais que nous échangions sur l'unicité spécifique Homo sapiens sapiens. Et lorsqu'on dit que l'être humain est un être rationnel, on oublie que la rationalité n'est pas un automatisme et que sans éducation, on ne peut pas tirer grand-chose de son cerveau. Et souvent, j'étonne les étudiants en disant qu'un milieu pauvre appauvrit l'intelligence.
Et lorsque le milieu est riche, il peut enrichir l'intelligence. Et il y a eu un aspect du pamphlet qui m'a fait perdre des amis, surtout au Sénégal, lorsque j'ai donné un 0 pointé à Léopold Sédar Senghor, dont la citation qui fâche est que la raison est hellène et l'émotion nègre. J'ai dit 0 pointé parce que il n'a pas pu rentrer dans l'essence. Il est resté au niveau de l'accident. Ensuite, il y a eu le président Houphouët de Vénérée Mémoire qui a dit que les Blancs ont la matière grise et les Noirs les matières premières, et qu'en vertu de cela, nous devions coopérer. Donc, toutes ces thèses, on peut les rejeter. Et lorsqu'on pense à être utile pour l'éradication de ce mal humain que l'on appelle le racisme, je pense qu'il n'y a que l'éducation et la vérité sur l'être humain, sur le plan de la génétique et de la biologie, parce que lorsque on fait l'évaluation des civilisations, on s'aperçoit qu'elles naissent, elles arrivent à l'apogée et elles meurent. On a dit beaucoup de choses sur les afro-descendants et les Africains en disant qu'ils n'ont rien inventé. Aujourd'hui, il y a toute une liste d'inventeurs noirs et je pense que si on mettait ces listes-là au programme dans toutes les écoles de la planète, certaines plaisanteries ne dureront pas très longtemps sur nous. Et nous qui avons étudié hors de la caverne d'Ali Baba que nous appelons Afrique, nous sommes des preuves vivantes que nous sommes capables de rationalité, nous aussi. Sinon, nous devrions retourner bredouille en Afrique sans nos doctorats, sans nos licences et sans tous nos diplômes. Donc, je voudrais m'arrêter ici pour que nous échangions le plus longtemps possible sur les idées reçues parce que je suis persuadé que je ne suis pas le seul à en avoir collectionné. Tous ceux qui m'entendent en ont collectionné également. Je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, professeur Kakouvi. Oui. Merci pour la clarté de votre intervention. C'est courte et ça nous permet, n'est-ce pas, de partager, comme vous l'avez dit. Maintenant, c'est le moment du partage. Les apports, les questions. Ça a été surpris tout à l'heure avec votre désaccord avec Senghor, parce que c'est une citation que j'aime utiliser pour expliquer un certain nombre de choses. Parce que je vois la réalité. Et quelque part, l'émotion semble être nègre. Peut-être que la raison aussi n'est pas seulement Hélène, mais elle est aussi nègre. C'est ça. Je sais que nous avons le petit frère de Senghor parmi nous. Il saura nous expliquer exactement qu'est-ce que son grand frère allait dire. Merci beaucoup. La parole est à qui veut prendre. Oui, Christine. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de vous écouter, prof. Merci beaucoup d'être avec nous.
vous savez, moi, vous le voyez, là, je suis de race blanche, je suis québécoise, francophone. Par mon père, j'ai une descendance montagneuse, mais il reste que je suis au Québec. Et vous savez, c'est pas tant qu'avec la culture africaine ou nègre qui a une, comment je dirais, en tout cas, moi, dans ma famille, peut-être autour de moi, je ne le sais pas, mais on n'a pas eu l'occasion de connaître des gens d'ascendance africaine. Mais au Québec, on n'a même pas eu l'occasion de connaître des gens de langue anglaise. On n'avait pas dans notre entourage, sans parler de personnes d'ascendance africaine, de race noire. On n'avait même pas d'anglophones protestants. C'était blanc, javelisé, poudré, francophone, catholique. Et ça s'arrête. Ça s'arrêtait là. Alors, imaginez la route pour aller, vers nos concitoyens canadiens anglophones, catholiques ou protestants, vers les concitoyens de d'autres nations et de d'autres races. Mais quelle route immense! Mais quelle route fantastique aussi! Alors, et puis moi, j'ai marié un anglophone. Alors, vous imaginez le scandale? Ma copine a marié un anglophone protestant africain ou bangladeshi, mais vraiment le scandale! Vous voyez? Alors, tu sais, la route est longue, ça prend du temps, mais pour qui veut s'y engager? C'est une route de trésor, c'est une route de découverte, c'est une route d'amour, c'est une route d'amitié, c'est une route de Dieu. Hein? Merci. Merci beaucoup, Christine. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Virginie Souka qui vient de se connecter. Elle est togolaise. Je crois qu'elle sera aux États-Unis ou au Canada. Et Michael Akoussa aussi qui s'est connecté de Lomé. Merci. Alors, oui, Isaac. OK. Merci beaucoup. Et beaucoup plus à notre frère, le professeur Kwavi Maoulé. Et je suis surpris de ne vous avoir pas connu avant, juste pour profiter de cette occasion. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. Et en ce qui me concerne, ce que vous avez dit va exactement dans la même ligne que moi, à telle enseigne que je ne peux que vraiment rendre grâce à Dieu d'avoir permis que vous nous avez précédés sur cette voie et que vous avez posé des balises que nous ne parvenons pas à très bien utiliser. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec le feu Kange Ewane, que vous devrez connaître, le Camerounais. Donc, lui, il a, bon, avec le père Vin aussi, Camerounais, bon, qui était beaucoup plus du côté de Cheikh Anta Diop et qui étaient d'ailleurs des amis. Et ce que vous dites vraiment, par rapport à eux, c'est un autre niveau, très concret, très pratique et vraiment qui encourage à aller de l'avant. Donc, en ce qui me concerne vraiment, je pense que vous avez ouvert un livre et nous allons continuer à le lire parce que c'est votre expérience et ce que vous avez eu à enseigner et ce qu'on peut encore tirer comme leçon de vous, c'est encore énorme. Donc, je crois que merci beaucoup à Kofi d'avoir permis que nous puissions vous rencontrer pour ce point de départ, ces jalons que nous sommes en train de poser.
Donc, même après, je vais vous joindre de toute façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isaac. Ah, il y a un autre qui s'est connecté de la France. C'est Kwasi Akoussa aussi. Merci beaucoup. Bienvenue, Kwasi. Merci. Alors, la parole circule toujours. Je trouve ça très intéressant, l'aspect biologique et l'argumentaire biologique que vous nous offrez. En même temps, ce que je trouve intéressant, j'ai passé beaucoup de temps en travaillant sur les questions biologiques pour la conservation de la nature. Et tout le concept de division et de regroupement dans les aspects biologiques sont très intéressantes parce que c'est un grand débat dans la science qui se fait à tout bout de champ et ce débat-là semble vouloir, il y a certains qui veulent regrouper, puis il y en a d'autres qui veulent diviser. Et puis les gens posent toujours la question, mais pourquoi est-ce qu'on divise? Est-ce qu'il y a un raisonnement? Est-ce qu'il y a un aspect biologique qui est vraiment si important que ça qu'on doit faire la distinction? Et puis, ultimement, au niveau de la conservation de la nature, l'aspect de cette discussion-là nous porte à dire que finalement, le regroupement le plus large est plus important parce qu'on va retrouver à l'intérieur de ça une variété et une métisation justement de différents aspects qui peut se faire, qui rend plus riche l'ensemble du code génétique. Alors, pour moi, c'est intéressant parce que j'apporte ça à un côté sociologique. Et je me dis, quand on se tient entre nous parmi les gens qui sont presque exactement pareils, on manque tellement de variété, on manque tellement de richesse qu'on peut s'éteindre finalement parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire un lien puis une variété. Et ce que Christine Marie disait tout à l'heure est tout à fait vrai. On a tellement le goût de vouloir se tenir avec les gens qui pensent comme nous, qui nous ressemblent, tous ces aspects-là, il me semble que c'est ça le grand défi pour nous, de contrer le racisme, c'est d'être capable de démanteler les frontières que nous avons mises autour de nous pour qu'on puisse se sentir protégé ou à l'aise et qu'on puisse sortir un peu de cette dynamique-là. Ce n'est pas évident, mais c'est essentiel, puis on a juste à regarder à la biologie pour voir jusqu'à quel point c'est essentiel. Alors, j'aime beaucoup cet aspect biologique que vous nous apportez. Je trouve ça vraiment fascinant. Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Oui, je voudrais dire que l'UNESCO recommande justement la diversité au sein de l'humanité parce que la pensée unique, la recherche d'un même type de développement, pensez aux gratte-ciel, aux avions, aux voitures 4x4 qui polluent l'atmosphère, les gaz à effet de serre, etc., qu'on peut verser dans ce qu'on appelle le mimétisme servile. Les Africains sont attirés par les vitres qui scintillent au soleil. Ils oublient que c'est par faute d'espace que les Européens construisent en hauteur. Et eux, ils veulent également leur gratte-ciel, leurs avions, etc. Et on ne finance même pas la recherche pour qu'il y ait une mutualisation des cerveaux africains et des afro-descendants pour que l'Afrique puisse en sortir. Mais la diversité, c'est la richesse de l'humanité. Je pense au professeur Grasset qui m'avait parlé des pygmées de l'Afrique centrale qui connaissaient 214 types de plantes pour résoudre tous les problèmes qui se posaient à eux dans la forêt. Et vous ne me croirez pas, aujourd'hui, ces pygmées veulent également leur dispensaire
leur voiture, leur moto, leur médecin, leur chirurgien, etc. Et ce sera la fin de leur culture. Parce que ce sont les cultures qui sont différentes. Ce ne sont pas les hommes. Et c'est pour ça que je déplore le fait que l'Union africaine n'ait pas eu de think tank ou bien de brain trust pour que ce que nous ramenons hors d'Afrique soit mutualisé afin que nous puissions moderniser également notre sous-continent et aider l'humanité à aller de l'avant. Bien. Merci. Et Il y a très bien dit. Oui, très bien dit, professeur. Et vous me donnez le courage de sortir de mon mutisme. Oui. Kofi, je pense que Senghor est en train de se retourner dans sa tombe quand tu dis que je suis son petit frère. Et professeur, non, ce n'est pas un Sénégalais qui va vous batailler sur ce que vous avez dit concernant Senghor et le 0 pointé que vous lui avez donné. Ça fait déjà bien des années. Oui. Et je pense que beaucoup de Sénégalais lui ont donné aussi des 0 pointés parce que cette formule, comme toutes les formules, bon, on l'a montée en pièces, mais ce n'est même pas la peine de s'attarder dessus parce qu'on sait que ça ne sert à rien d'essayer d'opposer la raison à l'émotion. Et même Senghor, je pense qu'il aurait été d'accord pour parler d'une sorte de symbiose entre les deux. Et aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle. Ça, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais c'est emotional intelligence. Et on se rend compte que c'est vraiment très important. Alors, plutôt que d'en faire quelque chose de dichotomique, essayons d'en faire quelque chose de symbiotique et de voir en quoi, et c'est le cas, nous sommes à la fois Hélène et Nègre. Bon, nous sommes émotion et nous sommes raison en même temps. Et je pense que ça, c'est une des grandes trouvailles de la culture africaine, si tant est qu'on puisse parler de la culture africaine, qui a refusé de séparer. Ça aussi, c'était un des héritages que nous avons eu de Hélène, de diviser le monde dans des petits compartiments, de petits rectangles, de faire des choses dichotomiques, alors que nous, je pense que notre approche, c'est une approche d'ensemble. Alors, moi, c'est vers l'avenir que j'aimerais que nous nous tournions. Parce qu'il y a un volet de votre présentation qui m'intéresse beaucoup. La négrophobie, c'est ce qu'elle est. Et vous avez bien raison de rire des ignorants ou bien des, j'allais dire imbéciles, mais je l'ai dit, qui se moquaient de vous, bien essayaient de se moquer de vous quand vous étiez en Europe. Bon, je pense que tous ceux qui sont passés par l'Europe, comme vous l'avez suggéré, ont été exposés à ces choses-là. Bien sûr. Et heureusement que, oui, vous avez su y répondre avec de la grandeur, de l'humour, et ça ne mérite pas davantage. Mais quelles sont les voies que vous préconisez ou bien que vous voyez pour l'avenir? Et comment voyez-vous l'avenir, disons, qui semble de plus en plus universel ou bien universaliste, mais qui exige de plus en plus aussi la spécificité. Parce que être ensemble, l'uniformité, ce n'est pas l'union. Bon, ça, c'est une formule que beaucoup de personnes ont utilisée. Mais dans un monde qui devient de plus en plus un village, hein, où nous sommes tous mélangés, où le global et le local sont là
vivre ensemble. Comment voyez-vous, oui, l'avenir de l'Afrique, mais aussi l'avenir de l'humanité? Parce que on ne peut pas séparer l'avenir de l'Afrique de l'avenir de l'humanité. L'Afrique a tellement, tellement apporté à l'humanité. Mais oui, et l'exemple des pygmées que vous avez utilisé est peut-être ce avec quoi moi je vais terminer parce que c'est très, très, très fascinant. Voilà des personnes qui ont découvert tout ce qu'il y avait de positif dans la biodiversité, dans la médecine traditionnelle et tout, et qui vont régresser plutôt que progresser, parce que les belles villas, les gratte-ciel et tout ça, ce n'est pas du tout le progrès, c'est peut-être même une certaine régression de l'humanité. Mais bon, le sujet est tellement fascinant et tellement grand qu'on pourrait y passer des heures et des heures, des nuits et des nuits. Mais moi, j'aimerais emprunter un peu de votre matière grise et de votre expérience. Je vous remercie. J'ai évoqué l'éducation tout à l'heure parce que lorsque l'on revisite les grands racistes de l'humanité et on les entend encore ces jours-ci en France, on s'aperçoit que si l'information juste était donnée, ces gens-là ne parleraient pas ainsi. Et j'ai parlé dans le pamphlet que je souhaite rééditer d'ailleurs de la projection de Wagner qui a démontré que l'Afrique, c'est 10 fois l'Europe. Mais on s'est aperçu que les Européens nés malins présentent l'Afrique comme un petit village contre leurs 10 millions de kilomètres carrés, très 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 vaste, très très grand, ce qui induit en erreur et qui faisait dire à nos amis français, ah, vous allez en vacances à Lomé, vous direz bonjour à mon ami Sissoko de Bamako. Vous voyez un peu. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés et il y a de l'espoir dans cette zone d'échange économique qui mettra du temps pour voir le jour parce que avec la vérité et l'éducation, les gens comprendront que après plus d'un demi-siècle de coopération avec tous les baratins de coopération win-win, on n'a pas appris aux Africains et aux Afro-descendants à fabriquer ne fût-ce qu'une aiguille et les allumettes. Or, si les 55 États africains se cotisaient, ils pouvaient acheter un brevet de voiture, un brevet de réfrigérateur, un brevet, etc. Et le développement qu'ils feront de ces achats de brevets-là, pas celui de la Covid, parce que on en parle parce que c'était pandémique et planétaire. Si la Covid ne tuait qu'en Afrique, on aurait mis du temps pour lui trouver son vaccin, comme il n'y en a pas encore pour le paludisme. Je veux dire par là que, imaginons un seul instant que l'Union africaine fasse un recensement de toutes les plantes que nous utilisons dans chaque pays africain pour combattre le paludisme. Qu'on en fasse des gélules, des ampoules buvables et des ampoules injectables. Ça permettrait d'éradiquer le paludisme dans un temps record. Mais le mal se trouve dans le fait que nous avons avalisé les frontières héritées du colonialisme. Moi, mes ancêtres viennent du Ghana, je suis togolais, ma mère est béninoise. Mais je vous assure que pour aller visiter mes cousins au Bénin, je mets des heures et des heures. On me bloque à la frontière, on me réclame des tas de papiers et quand tous les papiers sont là, c'est le racket. On me prend de l'argent.
J'en ai parlé à notre grand frère Edem Kodjo, paix à son âme, qui a travaillé à l'Union africaine. Je lui ai demandé, mes grands frères, comment se fait-il que vous n'ayez pas pensé à nos cerveaux pour en tirer le maximum pour l'Afrique? Il m'a dit, ah, ça se fait, mais j'ai dit non, il n'y a pas de mais là-bas. Si vous avez besoin d'une pièce de BMW à Lagos à 8 heures du matin, je vous assure que sans les frontières, vous trouverez cette pièce-là à Accra ou plus loin avant la fin de la journée. Mais pourquoi balkaniser? Pourquoi continuer à nous diviser alors que nous pouvons calmement mutualiser nos efforts et construire un monde qui pourra dialoguer avec autrui dans la globalisation? Parce que qu'est-ce que la globalisation demande? Elle ne demande pas de demander la permission, non. Elle demande des normes, de la scientificité et de l'efficience. Pourquoi croyez-vous que nos footballeurs, nos artistes, nos musiciens, nos footballeurs sont performants et lorsqu'il s'agit de science, nous sommes déficients? C'est parce que l'Afrique n'a pas mis l'accent sur le financement de la recherche et de l'innovation. Parce que grâce à l'éducation, au financement de la recherche et de l'innovation, nous aurons notre mot à dire également sur cette planète Terre. Et imaginez un seul instant que tous les savants de la diaspora, plus ceux du sous-continent africain, travaillent ensemble. Ce serait formidable. Mais on ne nous aidera jamais à le faire. C'est notre tâche commune et à nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai admiré la phrase de Joseph Kizerbo qui a dit que quand on dort sur la natte des autres, on ne peut dormir qu'à la périphérie. Et je dis souvent aux apprenants, c'est la psychologie du propriétaire de parapluie. Lorsqu'en temps de pluie, vous vous abritez sous le parapluie d'autrui, c'est vous qui serez mouillé. Parce que instinctivement, le propriétaire aura le parapluie au-dessus de sa tête. Et c'est à vous de pencher votre tête sous son parapluie. Et bonjour les dégâts. Donc, l'éducation, et dans cette éducation, la vérité sur l'être humain. Aristote dit quelque part, on n'est pas plus ou moins homme. On est homme tout court. Et aujourd'hui, nous avons toutes les preuves scientifiques pour dire ce que c'est que l'homme. La vie n'est plus un mystère depuis les Watson, les Crick, les ARN et les ADN. Mais il faut que cela s'enseigne et que cela se sache pour que les gens ne viennent pas jouer au Messie venu d'ailleurs pour chaque fois nous emberlicoter et emporter nos richesses du sous-sol. Donc l'éducation, parce que la rationalité, tout en étant une faculté humaine, n'est pas un automatisme. De la même manière qu'on apprend à parler, on devrait apprendre à raisonner. Et ça tombe bien, on parle de la langue maternelle aujourd'hui, il paraît que c'est la journée. L'enfant qui n'a pas appris à raisonner dans sa langue maternelle ne peut pas raisonner dans les autres langues. Parce que le mécanisme de son cerveau n'a pas été rodé convenablement. Ses parents qui le bombardent de français ou d'anglais dès la naissance seront limités eux-mêmes à lui expliquer toutes les choses en français ou en anglais. Donc nous sommes confrontés à ce problème-là et je me rappelle qu'il y a 30 ans en arrière, les gens nous mettaient au défi d'enseigner la philosophie dans notre langue maternelle. Et c'est ce que nous faisons toutes les semaines aujourd'hui. Nous expliquons l'essence, nous expliquons les accidents et nous expliquons pas mal de choses dans notre langue maternelle, ce qui fait que tous les auditeurs reviennent au partage de l'information qui circule.
paragraphe en français, traduction immédiate en mina qui est ma langue maternelle. Donc, mettre à la disposition des générations futures la vérité sur l'être humain, la vérité sur la science qui est à la portée de tous les cerveaux et la vérité sur la géopolitique et les relations interraciales. Je crois que quand ça sera fait, on ne va pas nous dire encore ceux qui n'ont ni inventé ni la poudre ni la boussole, etc. Tout le monde saura que celui qui a inventé le téléphone Bell était un afro-descendant. Et il faut mettre toute la liste à la disposition des générations futures. Voilà comment je pense l'avenir. Merci beaucoup, professeur. Je crois que les pistes de solutions sont en train de tomber. Vous avez parlé de globalisation. Oui. Il est vrai qu'en Afrique noire, on a toujours mis sur le dos du colonisateur nos malheurs. Ils sont partis quand même d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, comme les Edem Kodjo n'ont pas pu trouver la solution, aujourd'hui, est-ce que la notion de frontière ne peut pas être revue? Est-ce qu'on ne peut, par quel moyen on peut arriver à tuer la frontière pour qu'on devienne effectivement un seul peuple? Parce que c'est dans l'union qu'on peut avoir la force. C'est ça. Et c'est ça qui donne la puissance aux petites entités, aux petits présidents de maltraiter les autres, de sorte que nos frères et sœurs sont partis mourir dans la mer parce qu'ils cherchent la vie. Oui. Oui, je crois que le futur, avec ce qu'ils ont appelé la ZLECAf, la zone de libre-échange économique, pourra à long terme, avec une monnaie continentale ou sous-continentale, cela nous permettra de mieux utiliser nos propres ressources, parce que nous sommes le seul peuple où c'est l'acheteur qui fixe le prix d'achat. Je pense au café, cacao, coton, qui sont achetés, mais ce sont les acheteurs qui fixent le prix. Je sais que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont voulu casser ça, mais ils n'ont pas pu encore. Mais ce que je pense, c'est que si on met des pôles d'excellence par région, je pense à l'Est, à l'Ouest et à l'Afrique du Sud, on pourra laisser ces frontières-là et faire pas mal de choses parce que il n'y a pas de réelle frontière entre les peuples. J'ai dit tout à l'heure que mes ancêtres viennent du Ghana, sont des Fanti, des gens rompus dans le passage de la barre. Et c'est le travail qu'ils faisaient d'Elmina jusqu'à Badagry au Nigeria. Et moi-même, je suis togolais, avec une frontière qui a été morcelée depuis 1914. Mais lorsque moi je parle, je me fais comprendre dans la Volta-Régine, au Bénin et en partie au sud du Nigeria, etc. Donc nous aurons beaucoup à gagner si, sur le plan de la recherche des universités, il y a des pôles d'excellence où les meilleurs cerveaux seront mis à disposition de l'ensemble. Et ça, c'est à notre portée. On ne peut pas dire que c'est difficile. Ça peut se faire. Et les chances que nous avons, c'est que avec la balkanisation, à l'issue de la conférence de Berlin, il y a de petits parcours à avaler entre
le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana, bon, j'appelle ça de petites distances, hein, parce que ce que Nkrumah nous a laissé à l'entrée de Dakar, cette route en béton qui dure toujours, qui est toujours là, et c'est avec et joie que nous avons appris qu'on a supprimé les péages là-bas, parce que cette route est amortie depuis longtemps. Le motorway à l'entrée d'Accra. C'est des décisions comme ça qui vont nous permettre d'échanger tôt et d'aller venir. Et je crois que nous en avons les moyens aujourd'hui. Merci. Merci. Samuel? J'ai deux questions. L'une, je pense que c'est simplement moi qui n'ai pas bien compris. Donc, c'est pas la plus importante, mais je vais commencer par ça. C'est quand vous parliez la première fois d'unicité spécifique et Oui. vous avez utilisé l'exemple de l'Homo sapiens sapiens et vous avez commenté que nous ne descendons pas du kangourou ou quelque chose comme ça. Nous ne sommes pas le résultat d'une évolution du kangourou. Oui. Et c'est là que je pense que j'ai mal compris parce que est-ce que cela veut dire que vous remettez en cause la théorie de l'évolution? Mais Oui, ça, oui. Non, non, je crois que docteur Kofi peut vous expliquer. Moi, j'aime beaucoup rire. Oui. Je veux dire par là On le que sent. tous les hommes de la Terre appartiennent à l'unique espèce. Il n'y a pas deux. Oui. C'est la théorie de l'unicité spécifique, Oui. mais on nous traite quelquefois comme des kangourous évolués. Oui. C'est ce que je voulais dire. Non. Oui, oui. Parce Oui. que la frontière entre deux espèces, c'est l'impossibilité d'avoir des enfants. Or, nous l'avons prouvé à suffisance de Barack Obama jusqu'à la vice-présidente actuelle. Donc, sur cet aspect-là, il n'y a que l'ignorance qui fait dire des choses. Donc, malgré cette unicité, il y a le fait que chaque individu réalise la même nature de manière diversifiée. Et cette diversification fait la richesse de l'humanité parce que les écosystèmes, les aires géographiques et les milieux qui vont induire nos cultures ne sont pas les mêmes. D'où le rejet de la pensée unique. Et je dis souvent que la culture du pygmée n'est pas la culture de l'esquimau, qui tire tout de la peau du phoque, des glaces, etc. Donc, c'est là où résidaient les ambiguïtés. On avait cru qu'il fallait importer des usines clés en main, etc. C'était l'erreur de nos grands frères. Donc, nous allons corriger le tir pour expliquer que notre développement, c'est d'être en phase avec nos écosystèmes. Et nos écosystèmes sont si riches. J'ai des camarades qui ont écrit 2 volumes de 400 pages sur les plantes médicinales en Afrique. C'est fantastique. C'est en 7 langues. Et je crois que l'avenir se trouve dans ces pistes-là. Donc, c'est la même espèce, mais les meilleures découvertes portent sur le fait que les caractères acquis ne sont pas transmissibles par hérédité. Et lorsque je vais rééditer le pamphlet, vous verrez que je dis pour rigoler que ce ne sont pas tous les Français qui ont découvert le vaccin contre la rage. Non, non, pas du tout. Pas plus que le camembert et le champagne. Donc, on ne peut pas se cacher derrière des découvertes individuelles de Pierre et Paul-Marie Curie pour dire que c'est nous les inventeurs. Nous aussi, nous pouvons avoir nos inventeurs le jour où l'Union africaine va financer la recherche et l'innovation. Et nous en avons, cher Ante Diop, par exemple, on lui doit beaucoup, beaucoup pour ses recherches. Mais oui, la deuxième question qui m'importe le plus, c'est, bon, nous sommes là en tant que membres, plus ou moins membres de l'Église unie du Canada, donc en tant que chrétien, en tant que croyant. C'est ça. Et ma question va porter sur la religion.
toujours en essayant de nous tourner vers l'avenir et de corriger les erreurs du passé, Oui. en quoi pensez-vous que la religion peut être un facteur positif dans l'émergence, oui, de ce rêve africain auquel nous sommes tous associés? Oui, Quand je dis religion, ce n'est pas seulement christianisme, hein, parce non, que non, non, l'islam toutes les pour religions. aussi bon, Ouais. a peut-être la même fonction sociologique ou anthropologique. Oui. Voilà. Euh, je rigole encore un peu parce que il y a toute une fronde actuelle d'appel au retour de la religion de nos ancêtres. Et nous qui sommes ici au sud du Togo, Ghana, Bénin, Nigeria, on nous dit voilà, notre religion c'était le vaudou. Et l'un de mes enseignements porte sur la philosophie des religions. Et là-bas, je suis parvenu à définir la création et la religion comme relation de transcendance sans confusion de nature. Seul Jésus-Christ a la même nature que Dieu. Et personne ne peut donner la couleur du bon Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas partis loin dans cette réflexion-là pensent que le Dieu des missionnaires, c'est le Dieu des Blancs, sans nous dire quelle est la couleur d'un esprit. Si Dieu est esprit, il ne peut pas avoir de couleur. Mais ce que l'on oublie souvent aussi, ce n'est pas tout un village qui pratique le culte vaudou. C'est une partie du village. Et il y a des mécréants dans nos villages. Il y avait des mécréants, il y avait des athées, il y avait des superstitieux. En plus de cela, le vaudou est une religion sans eschatologie. Lorsque vous embrassez cette religion traditionnelle africaine du Sud, Bénin, Nigeria, à la fin de vos jours, le vaudou se déconnecte de vous et vous êtes seul face à votre Créateur. En ce moment-là, qu'allez-vous faire? On ne nous le dit pas. Nous avons aujourd'hui des bouddhistes qui tournent en rond dans des réincarnations ad libitum, comme on disait en latin. Réincarnation pour disparaître dans le tout. À mon avis, c'est trop pauvre comme proposition. L'eschatologie, la proposition de rentrer dans l'économie divine par choix libre et délibéré est beaucoup plus enrichissant que le fait de contacter un deal avec Mami Wata et de se déconnecter à la fin de sa vie terrestre. Parce que les richesses que Mami Wata peut me donner, je ne peux pas les utiliser outre-tombe. Ce qui fait que les appels à ce retour-là, je les considère comme des propositions. Et j'ai scandalisé plus d'un en disant que Dieu et Satan proposent et l'homme dispose. Évangile du jeune homme riche dans l'évangile selon saint Matthieu. Voilà ce que je dis de la religion. Donc, croire en Dieu, c'est une proposition à laquelle nous devons être libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et si, par malheur, certains missionnaires ont pactisé avec le colon, ce n'est pas une raison pour faire une généralisation abusive. Parce que si l'on enlève la part des missionnaires dans le peu d'essor que l'Afrique a eu à travers les écoles et les églises, je ne crois pas que, à part les tam-tams et les castagnettes, il y aurait beaucoup de choses sous les cocotiers et les baobabs aujourd'hui en Afrique. Voilà ce que je veux dire sur la religion. Oui, merci. Isaac? Et je reviens parce que même à partir du titre, les racines, Oui. comme nous avons dit, et quand on parle de racines, c'est quelque chose qui s'enfonce, qui s'incruste.
Et je me demande si ces racines-là ne sont pas développées autrement. Parce qu'aujourd'hui, je suis assez effrayé. Tant bien même qu'on constaterait que ce qui nous est arrivé, en tout cas ce que nous sommes, dépend beaucoup plus des préjugés et de la fabrication des autres. Nous créons, il me semble que nous créons nos propres racines maintenant à partir de ce qui existe. Comment? J'ai de la peine à comprendre que jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on connaît, l'Africain, la plupart des Africains, parce qu'on ne peut pas dire tous, mais la majorité dans l'ensemble, se déterminent non pas par rapport à eux, mais par rapport à l'occidental. À tel enseigne que même quand nous arrivons ici d'Afrique, au lieu d'apporter, bon, beaucoup d'autres essayent pour se conformer, par exemple, même à l'Église unie, ou à laquelle nous sommes, d'oublier, de chercher à oublier ce qu'ils ont pour essayer de se conformer à l'Église unie, encore que peut-être même du côté de l'Église unie, certains ne comprennent pas pour dire qu'à partir du moment où vous êtes dans l'Église unie, vous devez marcher comme à l'Église unie on fait et on se conforme. Je me demande si vraiment il y a quelque chose qu'on ne devrait vraiment pas s'affirmer, non pas en termes de négatif, mais en termes de un plus qu'on devrait apporter à d'autres. Quand je saute et je vais au niveau de la gouvernance, ce qui est en train de se passer actuellement en Afrique, et le pasteur l'a signalé dans la prière, au niveau de ce qui se passe au Mali, en Côte d'Ivoire et autres. On voit par exemple au niveau du Mali, des personnes qui décident effectivement d'assumer et ne plus pouvoir et quitter le tutoriel dans lequel effectivement la plupart d'Africains se réfugient maintenant, et voilà qu'on essaie de les étouffer, on essaie de ceci, on essaie de cela. Alors, comme vous avez l'expérience de la formation, même des formateurs, comment est-ce que vous pouvez évaluer la prise de fonction, de conscience des personnes qui ont adhéré à votre école et l'impact de ce qu'ils font? Ou en d'autres termes, comment est-ce qu'on peut dessoucher? Est-ce qu'on peut enlever ces racines modernes qui ont profité des anciennes racines pour, en tout cas, qui ont supplanté les anciennes racines et qui sont là actuellement en train de faire à peu près comme le mythe de Sisyphe. C'est ça. On tourne, on se plaint toujours. Encore que, comme on l'a signalé, il y a par exemple le fait de se considérer toujours comme victime. Jusqu'à partir de quand l'Africain doit cesser de se considérer toujours comme victime à chaque instant et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que même les civilisations qui ont émergé, il y a eu des bas avant que chacun ne se... Il n'y a personne qui s'est éternisé pour pleurnicher sur sa condition ou chercher toujours des tuteurs avant de se lever. C'est ça. Donc, c'est un peu ça que je voulais essayer d'apporter. Oui, qu'on essaie de voir. Je vais donner une réponse de philosophe. Excusez du peu. Je me suis aperçu que les cerveaux humains, on peut les programmer et les déprogrammer. Tout comme nos cartes mémoire, nos clés USB, nos disques durs. C'est pour ça que je mets une foi inébranlable dans l'éducation. Parce que à partir du moment où la personne sait que ce qu'on lui raconte, c'est du bobard, il n'y a plus de débat. Nous avons eu un problème au Togo ici avec notre équipe nationale de football. Nous avions un gardien, Agaza Kassi, et un numéro 9 émérite, Adebayo Cheyi. Mais tous les entraîneurs qui sont passés par le Togo n'ont pas trouvé un ailier gauche et un ailier droit pour nourrir le numéro 9 pour marquer des buts. Vous voyez? Donc, ils sont payés à coups de millions, mais
le résultat ne vient pas. Donc, lorsque vous connaissez les modalités d'agir d'un jeu, je ne veux pas dire que la vie humaine est un jeu, mais je veux dire par là que si on revoit nos programmes et si on revoit la finalité de l'éducation, on peut déprogrammer les têtes. Et il n'y a aucune gloire à avoir des cheveux en pétrochimie pour être speakerine à la télévision le soir. C'est ce qu'on voit en Afrique. Toutes les speakerines, les présentatrices de télévision ont des cheveux tirés du pétrole. Personne n'a dit qu'on est belle uniquement quand on a des cheveux comme Nana Mouskouri et Mireille Mathieu. Donc, cette déconstruction qu'il faut faire avec les moyens modernes pour que petit à petit, les gens sachent que les cheveux crépus ne sont pas une honte, etc. Et je pense que cela, le Seigneur nous a donné un cerveau de plusieurs milliards de neurones et de synapses pour le faire. Il suffit de s'asseoir pour relire les livres de formation, sortir ce qui ne va pas et mettre nos formations en phase avec nos milieux. J'ai toujours pensé à des voitures aéroglisseurs pour nos temps de pluie où il n'y a plus de route en Afrique. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit qu'un petit Ghanéen est en train de penser à une voiture qui serait sur 4 roues, mais en temps de pluie, elle serait aéroglisseur et en temps de trafic jam, c'est-à-dire de bouchon, il va mettre en marche des hélices pour survoler les autres voitures. Vous voyez, c'est comme ça que le cerveau, dans son milieu, doit travailler pour sortir des innovations et améliorer la vie. C'est possible parce qu'on peut reprogrammer les têtes humaines. Ce ne sont pas des fatalités. C'est ce que j'appelle une réponse de philosophe. Alors, il nous reste encore à peine une dizaine de minutes pour terminer. Mais j'aimerais soulever un problème quand même que je considère comme l'une des racines qui est la corruption en Afrique. Oui. Si le colonisateur veut nous taper dessus, il passe toujours par nos frères noirs pour opérer. Ça aussi, c'est un grand problème. Et j'ai une autre question derrière ce problème-là. Professeur, vous avez parlé de religion. Oui. Que pensez-vous du culte des ancêtres que font nos ancêtres par rapport au culte des martyrs, la canonisation des saints et le culte des ancêtres en Afrique? Quelle comparaison peut-on tirer de ça? Oui, Faire de ça, oui. Depuis les années 60, chez nous les catholiques, nous avons le concept d'inculturation, qui est mettre la lumière du Christ dans nos us et coutumes. Et nous avons tout un catalogue de manifestations culturelles dans lesquelles on ne voit pas nécessairement ni le diable ni le vaudou. La dation de nom. Kofi est né le vendredi. Lorsque on sort l'enfant le 8e jour de sa naissance chez nous et qu'on l'appelle Kofi, on reprend les 4 éléments que sont l'air, l'eau, la terre et le feu sous forme de charbon et on sort l'enfant 7 fois en lui souhaitant tout le bonheur possible du monde. Et à partir de ce jour, la communauté connaît cet enfant-là. Celui qui est chrétien peut le baptiser le même jour. Mais là où il y avait l'ambiguïté, c'est que au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas de frontière claire entre culte et culture. C'est ça qui a induit les gens en erreur. Dans mon village,
on verse de l'eau, symbole de la paix. Ah, c'est planté. On espère que ça va revenir. On espère. Il y a l'autre Akoussa qui demandait la parole. Oui, il y Tu a as pour vu ça sa demander main? la parole. A souhaité OK, peut-être après, le avec voilà. de l'eau fraîche. quand le Oui, professeur donc, a terminé, puis ça va poser son voilà, problème. c'est un exemple d'inculturation, mais on ne peut pas porter la lumière du Christ dans Mamiwata. On ne peut pas inculturer un vaudou. Voilà l'ambiguïté, mais on peut inculturer les fêtes traditionnelles, les dations de nom, les rites de veuvage, les demandes en mariage, etc. Voilà ce que je peux dire là-dessus. OK. À coup ça, Pascal a levé la main. Oui, Alors, bonsoir à tout le monde bonsoir. et particulièrement merci au professeur Kouvi Kouvi. pour toutes ces informations. Vraiment, c'est riche comme séminaire. Je vous remercie beaucoup. Alors, moi, je voulais intervenir sur 2, 3 choses, mais apparemment, il n'y a pas assez de temps. Je vais juste parler de ça et puis peut-être qu'il y aura un autre temps pour en parler. La question de religion, en quoi est-ce que la religion peut participer à la cohésion africaine? Je pense que j'ai suivi votre réponse, mais je n'ai pas suivi la solution, c'est-à-dire comment est-ce que ça peut vraiment participer à cette cohésion tant souhaitée en Afrique. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est la question des frontières. La question des frontières, est-ce qu'on peut arriver à les sauter? Je pense que cette question est liée au capitalisme. Si le capitalisme est toujours à l'ordre du jour, je pense que les frontières ne pourront pas sauter d'un jour à l'autre comme ça. D'autant plus que même à l'Union européenne, où l'Union est très avancée, je l'ai étudié très récemment, eh bien, le capitalisme fait que toujours les frontières, d'une manière ou d'une autre, ça résiste, même s'il y a la libre circulation et tout ça. Donc, c'est le capitalisme que moi, je pense qu'il faut attaquer à ce moment-là, si on veut vraiment voir les frontières en train de sauter. Et la dernière chose, c'était ce que vous venez de dire tout à l'heure, l'éducation. Je pense que formater les cerveaux, effectivement, comme vous l'avez souligné, ça dépend de l'éducation. Maintenant, vous avez dit que vous travaillez à l'éducation. Quel genre d'éducation? Ce que vous faites à l'université ou bien ce que vous faites dans les programmes radio? Quand je le dis comme ça veut dire qu'en fait, l'éducation étatique en Afrique, moi, je pense que c'est tout un problème. J'ai rédigé un article là-dessus et que vraiment, c'est au niveau de l'État qu'il faut penser cette éducation-là. Et si on le pense au niveau individuel, je ne pense pas que ça pourrait arriver un jour à déconstruire les mentalités. Et donc, ce travail étatique, si nos dirigeants ne peuvent pas le faire parce que ce sont des programmes occidentaux qui sont plantés chez nous, comment on arrivera enfin à redéprogrammer tout ça et à construire quelque chose d'original? C'est ça. Bien, je crois que c'est des remarques pertinentes. Moi, je n'interviens plus à l'université d'État. Je suis à la retraite depuis 2005, mais j'enseigne toujours chez les Salésiens où il y a eu 2 innovations depuis que moi je suis revenu en Afrique. Un, la philosophie du développement, où je prends tout l'apport de la science sur les écosystèmes et la protection de l'environnement pour parler du progrès et de l'avancée de nos sociétés. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut produire de la biomasse avec nos ordures. Or, les ordures servaient d'autel pour la religion traditionnelle africaine. Donc, il y a une ambiguïté là-bas. Il faut l'anthropologie religieuse et culturelle pour désamorcer ces aspects
Ensuite, j'ai la philosophie du développement pour dire que ce n'est pas nécessairement une copie collée. Non. J'ai proposé une fois un thème qui n'a pas été retenu à un colloque à Maputo. J'ai demandé quelle est la couleur de l'eau potable. Pour dire seulement que quand une eau est potable, c'est qu'il n'y a plus de microbes là-dedans pour l'homme. Et cette focalisation sur l'école des Blancs, Quand vous savez qu'une eau potable, c'est une eau qui n'a plus de microbes, on l'aseptisait avec de la cendre, il y avait des moyens artisanaux pour le faire, mais maintenant il y a des filtres, etc. Donc quand on apprend ça à l'école une bonne fois pour toutes, c'est terminé. Mais quand on veut former des maçons, des plombiers et des électriciens, il faut créer des lycées techniques. Il ne faut pas dire que l'université forme des chômeurs. L'université n'a pas pour vocation de former des travailleurs. Ça, c'est une fausse idée. L'université communique des savoirs qui permettent aux gens de s'adapter à leur milieu. C'est vrai que c'est ambitieux comme programme, mais bon. Peut-être qu'en laissant les écrits, c'est des bouteilles à la mer. Les générations futures pourront appliquer ce que nous avons pensé et imaginé. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, professeur. Je crois qu'il y a plus de mains. Il est l'heure. Nous sommes déjà à la fin 2-3 de minutes. l'heure. Oui. Nous savons que le temps n'est pas suffisant pour aller vraiment en profondeur des choses. C'est ça. Sinon, il y a encore. Pierre qui voulait parler, je crois. Pierre Goldberger. Ah, d'accord. Ah, doyen, oui. Le micro n'est pas ouvert. Je dois vous remercier. Voilà. Mon silence n'est pas signe de désintérêt, au contraire, j'apprécie énormément beaucoup. Mais sur l'éducation et la vérité et le capitalisme, là, il y a quelque chose, là, on n'aura pas le temps de le développer. C'est que je crois que l'éducation, chez nous en Occident, est cooptée et en fait kidnappée par la raison de production économique et pour faire des résultats, etc. Alors ça, y compris, on est dans un continent dangereux ici. Dangereux dans la mesure où le président des États du Sud, juste à côté de nous, là, 6000 km de frontière, finalement a inversé le sens de la vérité. Le mensonge, c'était la vérité, et la vérité et les faits étaient le mensonge, et a entraîné une masse invraisemblable, etc., etc. Et puis, alors ça, je veux dire, ça serait quelque chose que j'aimerais creuser, c'est que l'éducation n'est pas libre. Elle est aux mains de ceux qui la contrôlent, et on enseigne très bien un certain type d'économie, etc., qui permet d'exploiter vos mines, vos ressources, etc., et qui le font extrêmement d'une façon froide, d'une façon calculée et d'une façon éduquée. Éduquée dans le sens, non pas de l'humanisme, mais éduquée dans le sens d'une technologie qui est là pour profiter. Et j'ai rencontré plusieurs fois des Congolais qui m'ont dit le grand drame du Congo, c'est d'être trop riche. On a tellement de mines que tous les pays sont là et nous volent et constituent des armées pour protéger les sites de production, etc., actuellement, là, etc., tout en cette fameuse corruption qu'on met toujours sur le dos des Africains. On a tous des corruptions dans toutes les cultures, mais là en fait, on a des multinationales qui ont un budget énorme pour acheter, pour corrompre, pour appuyer certains et quelquefois assassiner les autres d'ailleurs. Et donc là, je suis un peu moins enfin, c'est pas que je suis moins espérant que vous, là, mais je pense qu'il faut réintroduire cette forme de néocolonialisme qui est bien vivant et qui est une véritable tentacule et qui est vraiment
très fort en Occident. Et nous, en Amérique du Nord, là, on est les champions. Les mines canadiennes sont les pires du monde entier. C'est elles qui explorent les premières, les premières, c'est ça, les premières mines, et ensuite ils les passent aux grands consortiums qui font la pluie et le beau temps, qui achètent, qui vendent, etc., et qui manipulent toutes les démocraties du Sud et bien sûr du Nord. Alors il y a ça sur vérité, éducation, etc. Il faut prendre les rapports de force, les rapports de pouvoir qui imposent un type de savoir, entre guillemets, etc. Alors, au Canada, ce que vous avez dit a des résonances fantastiques, parce qu'on est un pays de gens qui ont été éduqués, qui ont vécu, entre guillemets, dans la paix, et qui ont opprimé et rendu invisible toute la population originaire des Autochtones. Et alors là, c'est en train de bouillir, etc. Mais ça, c'est des gens qui se pensaient éduqués. Il y avait des philosophes, il y avait des universités, il y avait toute une machine de colonisation qui a alimenté ça et qui le maintient. Alors maintenant, ça craque, heureusement, mais la question des rapports de pouvoir me semble extrêmement importante. Mais je ne veux pas être négatif en disant ça, là. Ce sont des luttes culturelles multiples, mais de libération de différentes formes. J'aimerais ajouter quand même Merci quelque beaucoup. chose. Oui. J'avais écrit, monsieur Pasteur Akoussa. Vous pouvez vous gratter la tête, il n'y a pas de cheveux qui vont pousser. Tu as écrit? Oui, merci beaucoup, professeur. Je ne vais pas aller dans les discours, les longs discours, mais c'est simplement à la suite de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. On sait que c'est très difficile, c'est un grand défi pour éduquer, pour que cette éducation puisse stimuler la capacité de déprogrammer les cultures. Or, ces cultures-là, dans nos pays d'origine, disons, en Afrique, ce sont les cultures qui nous ont été imposées par différents pays. Il y a la France, il y a les Belges, il y a les Américains, en tout cas, toute une panoplie là. Ouais. Alors, par où on va commencer? Comment on va procéder justement pour amorcer la déprogrammation? Parce que c'est très important. Il faut déprogrammer. À l'éducation, mais par où commencer? Vous pouvez ne pas répondre parce que je ne veux pas, en tout cas, déprimer mon frère Kofi, qui avait son heure, mais vous pouvez partir avec cette question-là et puis continuer à réfléchir là-dessus. Comment est-ce que, par où on doit commencer? Parce que c'est urgent. Il faut qu'on le fasse. C'est là. Les jeunes ont commencé déjà à faire des déclarations. Et il y a des jeunes, il y a des pays qui commencent déjà à sortir pour justement s'assumer. C'est que la terre est fertile maintenant. La terre est prête pour prendre les choses et puis pour y aller de l'avant. Par où commencer pour que les autres ne puissent pas tirer ceux qui veulent franchir la porte, qui veulent franchir le pas, pour que les autres, la majorité, ne tirent pas parce qu'ils seront encore sujets aux colonisateurs. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je crois que pour la corruption, le tendon d'Achille que j'ai découvert pour mon pays, c'est la faiblesse de la justice. Le jour où la justice sera forte, c'est pour ça que je dis que quand vous avez étudié le droit et que vous n'avez pas du coffre pour juger, allez faire transitaire ou douanier. Ne vous dites pas juge ou magistrat. C'est pour rigoler, mais c'est très sérieux. Parce que si l'on jugeait les voleurs, que j'ai appelés dans le pamphlet les kleptocrates, ceux qui ont érigé le vol en système de gouvernement, si on les jugeait, il y a longtemps que cette prédation serait arrêtée. Donc, nous devons tous prier pour que le Seigneur nous donne de vrais juges.
Et pour la déprogrammation, je pense que ça doit commencer à partir de la langue maternelle. Parce que c'est le lieu où nous pouvons tout expliquer à nos enfants sans artifice ni subterfuge. Il faut que l'enfant comprenne quelle est la différence entre un cancrelat et une scolopendre. Elles ont des noms, etc. Converser avec l'enfant, parce qu'il est démontré que sur la langue maternelle, l'enfant peut apprendre toutes les autres langues. Maintenant, vous m'avez donné beaucoup d'idées. Je suis en train de réécrire les racines du mal des afro-descendants. Je vais inclure là-dedans mes idées sur l'éducation, la programmation des cerveaux et la corruption. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter ou vous voulez encore 5 minutes? Ça dépend de vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions encore? Sinon, j'allais dire que l'afrophobie même se pratique en dehors du continent. Par exemple, ici, bon, il est vrai qu'en Afrique, il y a l'antipathie naturelle dans toutes les sociétés. Hein. Ta tête ne me plaît pas, ça c'est ici. Mais à partir du moment où la discrimination s'érige en système ciblé contre une catégorie de personnes, c'est là où ça devient problème. Oui. Mais là où je devrais venir, c'est que les Africains en Occident doivent aussi apprendre à vivre en milieu interculturel. Je vais donner un exemple simple. À côté de moi, j'ai des frères ici. Vraiment, ça fait chaud à la tête parce qu'en tout temps, c'est le bruit. Alors, il y a un blanc, en haut, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il a appelé la police. Donc, quelqu'un peut voir ça, il va croire que c'est parce que les types sont noirs et que le blanc est contre eux, alors que c'est eux-mêmes qui provoquent les blancs. Donc, il y a ces petites choses aussi qu'on doit apprendre au niveau de ceux qu'on appelle racisés, pour qu'on ne mette pas tout sur le dos de la discrimination. C'est ce que je voudrais apporter. Oui. Et je crois que c'est une très bonne remarque parce que il y a beaucoup de choses que les éthologistes, ceux qui étudient le comportement animal et humain, ont révélées depuis le XXe siècle. Et l'une de ces choses, c'est qu'il ne faut pas confondre la xénophobie, qui est une réserve à l'égard de l'étranger qu'on ne connaît pas, avec le racisme. Cette réserve-là, dans notre culture, traduit très bien l'étranger. Il n'est pas étrange. Il est celui que l'on veut. Amedjro, c'est celui que l'on désire. Et c'est quand son comportement est déviant qu'il devient quelqu'un avec lequel on ne peut plus vivre ensemble. Je crois que c'est des aspects, mais comme c'est un mois qui se célèbre tous les ans, peut-être que l'année prochaine, nous pouvons disserter sur les invariants sociaux pour que tout le monde sache se comporter en société. Merci beaucoup. Alors, je crois que le temps qui nous a été imparti est finalement épuisé et que on ne peut que dire encore une fois au professeur Pakouvi, qui normalement devait être en train de rêver, de faire de beaux rêves en ce moment ici, mais il est avec nous. Je sais que le Seigneur, au nom de qui nous sommes là, versera cette bénédiction sur lui. Et pour ne pas encore nous retenir, est-ce qu'un volontaire peut nous clôturer la séance avec une courte prière? Ou bien volontaire désigné?
Christine? Ben là, vous me surprenez, ça me fait tellement plaisir. Prions, prions ensemble là, en action de grâce. Seigneur, merci pour ce temps que tu as réservé seulement pour nous fortifier, nous ouvrir l'esprit, nous permettre de parler ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour chacune des participants, des participantes, chacune pour son expérience de vie, sa sagesse, ses commentaires et même les pensées qu'ils n'ont pas partagées avec nous. Je te remercie pour ça aussi. Donne-nous à chacun le repos, donne-nous à chacun la capacité de continuer à réfléchir, à continuer de marcher sur cette route où nous allons tous nous rejoindre, sûrement dans la joie du ressuscité. Bénis-nous, bénis les enfants qui nous accompagnent, bénis ceux et celles qui partagent nos vies, bénis nos frères, nos sœurs qui n'arrivent pas à comprendre et à emprunter cette route de l'amour inconditionnel du prochain. Nous sommes tes enfants. Nous te rendons grâce et nous disons que tu es ressuscité parce que c'est vrai. Amen. 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 Eh bien, merci beaucoup et que la paix du Christ règne dans nos cœurs et soit avec nous tous. Bonne nuit. Bonne nuit. À bientôt. Bye bye.